pour dimanche en politique. 7, 8, 9. Combien de groupes parlementaires seront représentés dans la nouvelle Assemblée nationale qui va faire sa rentrée officiellement mardi prochain, avec d'abord une majorité écrasante pour les macronistes qui ont reçu le soutien en plus d'une partie des députés au-delà de leur rang cette semaine. Emmanuel Macron a normalement tout en main pour faire passer ses lois. Mais aura-t-il toujours le mot de la fin? Invité de dimanche en politique ce midi qui nous rejoignent sur ce plateau, Barbara Pompili, ancienne ministre de François Hollande qui a rejoint En Marche. Bonjour. Bonjour. Et Éric Coquerel, porte-parole du Parti de gauche, élu La France Insoumise chez Jean-Luc Mélenchon. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Barbara Pompili, tout de suite, je vous pose la question parce que votre nom circule pour être éventuellement présidente de l'Assemblée nationale. Serez-vous candidate au perchoir? Non. Je ne le serai pas parce que j'ai envie de m'investir autrement. J'ai envie de prendre des responsabilités à l'Assemblée nationale, mais j'ai envie de travailler sur le fond. Je souhaite être présidente de la Commission du développement durable pour continuer le travail que j'ai déjà fait sur ces sujets-là. En tant que ministre de la Biodiversité, notamment. Entre autres, voilà, il faut le rappeler. Est-ce que vous souhaitez que ce soit une femme à la tête de l'Assemblée nationale? Alors, dans l'absolu, j'aurais envie de dire oui, parce que ce serait bien de montrer que le renouvellement passe aussi par là. Mais ce que je veux, avant tout, c'est que nous ayons à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un qui soit là pour faire les réformes et qui ait l'expérience et les compétences pour le faire. Et aujourd'hui, dans les candidats qui se présentent, il s'avère que la personne la mieux à même de réaliser cela est un homme. C'est comme ça. Il s'appelle François de Rugy et il vient de vos rangs. Oui, mais bon, c'est pas ça que je regarde. Mais il se trouve qu'en fait, il vient de vos rangs aussi. Ce que je regarde, c'est qui va être capable de tenir cette Assemblée et de faire les réformes dont on a besoin. Il a un projet qu'il a exposé que je trouve très intéressant. Donc vous soutenez et c'est pour ça que je le soutiendrai. Et effectivement, c'est un homme. Il n'a pas décidé de changer de sexe, malheureusement. Non, et puis les femmes, on peut les retrouver ailleurs aussi. Tout à fait. Éric Coquerel, une femme à la tête de l'Assemblée nationale, ce serait un bon signal? En tout cas, ça serait positif. Voilà, parce que je vous fais remarquer que on est quand même loin de la parité à l'Assemblée nationale, malheureusement. Donc, au moins, ça serait un signal envoyé. Oui, ça serait positif. Et pour le groupe La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il souhaitait en prendre la tête de ce groupe. Est-ce qu'il est le candidat naturel? Est-ce qu'il n'y a pas de débat là-dessus? Ah, mais si, il y a des débats dans le groupe. Mais on a été plusieurs à le souhaiter avant même qu'il le prononce. Alexis Corbière l'a expliqué, moi-même. Vous savez, ce groupe, il doit quelque part refléter ce qu'a été la campagne présidentielle. Donc, c'est pour ça que, par exemple, la feuille de route sera notre programme, l'avenir en commun. Une méthode qui n'est pas celle d'un parti, celle d'un mouvement, et celui qui a été la figure tribunicienne avec le résultat qu'on sait. Donc je pense que l'Assemblée va être un point important de l'opposition au gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, ça m'apparaît, c'est pas le problème de naturel, ça m'apparaît logique en politique. Il y a 17 députés dans votre groupe. Vous pensez que tout le monde votera pour Jean-Luc Mélenchon? Ce sera unanimité? On a fait une première réunion la semaine dernière. Oui, c'est ce qui se dessinait, oui. La tradition veut aussi que la présidence de la Commission des finances soit attribuée à l'opposition. Alors quand on dit l'opposition, on imagine la droite parce que c'est le plus gros groupe d'opposition, mais vous serez une opposition. Est-ce qu'éventuellement vous revendiquez cette commission? Oui, je me demande même si on ne va pas être le seul groupe dont tous les membres votent contre la confiance au gouvernement. On verra ça tout à l'heure, mais D'accord, mais sur cette commission des finances, est-ce que vous la revendiquez? Oui, enfin en tout cas, je pense que ça serait une tradition et qu'à partir du moment où on sera le groupe d'opposition au projet et au programme d'Emmanuel Macron, pourquoi pas? Oui, très bien, on le revendique, c'est une bonne idée. Cette semaine, en tout cas, 4 ministres ont quitté le gouvernement, notamment François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard, rattrapés par les révélations et les soupçons sur les conditions d'embauche d'assistants parlementaires européens. Pour l'instant, ils ne sont pas mis en examen. Alors est-on entré dans une période de soupçons généralisés où il faut être plus blanc que blanc? Les Français, quoi qu'il en soit, veulent des politiques honnêtes. Vous les connaissez? Oui. Je crois que c'est les politiques du MoDem qui se sont fait un peu... Ils sont partis. Lui, il est parti pour avoir sa liberté de parole. Elle est partie parce qu'elle est liée à des affaires, mais je ne sais pas. C'est la presse qui révèle et qui décide que monsieur doit rester ou pas. Et c'est bien ou pas? Non. Moi, je pense que c'est bien, qu'effectivement, les journalistes qui ont dévoilé ces affaires sont des journalistes sérieux, qui avaient fait des enquêtes correctes. À quel moment un ministre doit-il démissionner? Un ministre qui serait mis en examen devrait démissionner. Fallait pas tricher. Désolé. C'est que des soupçons, c'est pas forcément juste. Je pense qu'on avait un peu besoin du MoDem au départ, maintenant on en a un peu moins besoin. Bien que mon nom n'ait jamais été cité dans cette enquête, et pour cause, je n'ai aucun doute que j'étais de ces dénonciations la véritable cible. La table du Conseil s'est donc agrandie pour accueillir 11 nouveaux visages. Le président de la République a précisé que ce deuxième gouvernement avait vocation à durer longtemps. Non. Je
connais personne. Comme les autres, quoi. Voilà, vous avez vu ce que pensent les Français, hein, des démissions, des affaires, etc. Est-ce que maintenant on est dans une jurisprudence Macron? Jusqu'à maintenant, un ministre qui était mis en examen devait quitter ses fonctions. Là, il n'y a même pas de mise en examen, c'est une mise en cause, même pas de condamnation. Est-ce que ça ne va pas un peu trop loin? Oui, enfin, dans le cas de François Bayrou, le problème, c'est qu'il pouvait vite se retrouver jugé parti, du fait même de son ministère. Donc, mais les autres c'était sage. Pour la question, moi je crois une chose, on a aujourd'hui un système démocratique où la répartition entre les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, est de plus en plus à l'avantage de l'exécutif. Donc à partir de là, je trouve normal que quelqu'un qui est mis en examen, ou du moins sur lesquels il y a des... Mais là, il n'y a pas de mise en examen. Sur lesquels il y a des soupçons qui souvent, je vous fais remarquer, viennent d'articles de presse. J'ai entendu une des personnes interrogées qui a raison là-dessus. C'est rarement venu, j'allais dire, d'une enquête diligentée par l'État haute. C'est la presse qui d'abord met des éléments sur la table. Et c'est bien ou c'est pas bien? Ah bah si, que la presse fasse son travail d'investigation, bien sûr que c'est très bien. Qu'elle aille plus vite que la justice? Bah oui, mais ça veut dire que la justice ne va pas assez vite, ou en tout cas qu'il y a un problème j'allais dire, un peu d'omerta, très certainement, qui règne, puisque c'est souvent la presse qui le fait. Donc moi je trouve normal qu'à partir du moment où vous êtes à l'exécutif, vous avez un rôle là-dedans, eh bien il y ait une jurisprudence qui fasse... Dès la mise en cause. Écoutez, il y a mise en cause et mise en cause. Sur la question du MoDem ou la question de M. Ferrand, mais qui me main, c'est des choses sur lesquelles il y a présomption. Donc la meilleure manière de se défendre, quelque part, c'est de ne pas être à la fois l'exécutif et Barbara Pompili, vous avez entendu, il y a un Français qui dit, là, c'était une façon aussi de se débarrasser de François Bayrou. Il y a de ça, vous croyez? Non, je crois pas. Je crois vraiment qu'on est dans un moment qui est un tournant dans la vie politique française. On a pendant très longtemps vécu dans une vie politique qui était dans l'entre-soi, qui était dans l'opacité la plus totale et qui jouait, pour beaucoup, pas tout le monde évidemment, avec les règles. On était toujours sur la ligne, voilà. Et ça... c'est en train de changer et c'est une bonne chose. Ça fait déjà quelques années qu'on essaye de mettre de la transparence, etc. Mais la question, c'est où commence et où termine la transparence. Exactement. Mais parce que dès la mise en cause, il faut qu'elle mise s'en aille. Il y a quelque part une forme de balancier. C'est-à-dire qu'on est allé tellement loin dans l'opacité et dans le fait que certains jouent avec les règles que maintenant, on part peut-être un peu dans l'excès inverse. Alors l'équilibre, ce serait quoi? Mais justement... je crois qu'il faut redéfinir les règles. Donc je trouve très bien qu'il y ait, ce ne réglera pas tout, mais qu'il y ait une loi qui permette de dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et surtout qu'on mette de la transparence partout, notamment sur l'utilisation de l'argent public. C'est absolument essentiel, c'est l'argent des impôts des Français. Avec une question... Allez-y. Oui. Et puis après, il va falloir qu'on fasse attention. C'est vrai, on est dans une ère aujourd'hui des réseaux sociaux, etc. Il y a aussi des journalistes qui font bien leur travail et il faut qu'ils continuent à le faire, puisque c'est aussi ça la démocratie. Après, il va falloir faire attention aussi à l'ère des corbeaux, des gens qui envoient des accusations comme ça sans rien. Et je compte beaucoup, moi, sur le rôle justement de la société civile et des médias pour qu'ils fassent leur travail de vérification, pour qu'on évite aussi de tomber dans l'ère du soupçon. Éric Coquerel, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? Oui, non, mais pour éviter l'ère du soupçon, il faudrait des règles qui soient plus drastiques. Une respiration démocratique. Vous savez, nous, on est pour la 6e République. On estime que la 5e personnalise trop la vie politique. Bon. Et puis, globalement, moi, je pense une chose, c'est que la politique ne devrait être jamais une carrière ou un métier. Ça devrait rester un engagement dont on puisse à un moment donné vivre à travers un mandat sur une période courte, par exemple de 2 mandats, et puis après on revient dans la vie professionnelle. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai vu. Alors, je pense que les problèmes viennent à partir du moment où justement ça devient une très bien, Éric Coquerel, mais c'est ce que fait Emmanuel Macron en allant chercher des gens de la société civile. Mais en allant chercher des gens de la société civile, est-ce qu'il n'y a pas un risque encore plus grand de découvrir des conflits d'intérêts? Non, parce que ça va permettre de renouveler un petit peu la composition de l'Assemblée nationale. On est en train d'avancer là-dessus. On est encore loin d'une véritable représentativité parce qu'il y a encore des professions et des catégories sur les risques de conflits socio-professionnelles qui sont pas d'intérêts, je vais prendre un représentées. exemple. Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, celle qui vous a succédé d'une certaine façon. Elle a travaillé dans une filiale de Veolia qui a participé à la privatisation du marché de l'eau en Inde. Alors, on peut se poser des questions, il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est une question pour vous? Elle ne sera pas. D'abord, elle n'est pas à l'Assemblée nationale. Moi, je vous parle de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, elle va être. Oui, elle est ministre. Alors, est-ce que c'est une question si tout d'un coup quelque chose sort sur son passé? Elle devra aussi quitter le gouvernement. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait une transparence sur qui fait quoi. Après, qu'il y ait des représentants qui ont un passé, etc., qui sont à l'Assemblée nationale, ça ne me gêne pas à partir du moment où on est supposé, là, maintenant,
être des représentants de la nation. On ne va pas interdire à un agriculteur, nous on a des agriculteurs qui sont élus La République En Marche, de travailler sur les questions de l'agriculture à l'Assemblée, ce serait ridicule. L'important c'est qu'après, l'Assemblée dans son ensemble délibère. Et donc là c'est tout le monde, c'est pas une personne. Éric Coquerel ? Non, 3 choses. La première chose, c'est, nous, on l'a dit à Bayrou quand on a été le voir avec Jean-Luc Mélenchon. Sur la loi de la mémorisation. Nous pensons qu'il faut le principe de révocabilité des élus, parce que c'est aussi à un moment donné aux citoyens de juger si leur élu est suffisamment vertueux ou, par exemple, s'il applique le programme pour lequel il est élu. Deuxième chose, il faut chasser toute possibilité de conflit d'intérêts. Et moi, je suis désolé, mais pour quelqu'un qui, justement, a toujours été engagé en travaillant, j'estime que quand vous êtes député, vous devez arrêter votre carrière professionnelle. Voilà. Le temps de votre mandat, il y a une indemnité qui est suffisamment importante et surtout, il y a suffisamment de travail. Ce qui n'est pas le cas de certains députés de la République. Justement, Ils veulent rester, par exemple, chef d'entreprise. Parce que justement, à partir de là, où s'arrête la limite? Et puis, il faut chasser tout ce qui est conflit d'intérêts. Prenons un exemple. Monsieur Ferrand, qui se retrouve à un moment donné à travailler encore pour les mutuelles, en tout cas à être, si bien compris, consultant, et à travailler sur des lois pour les mutuelles. On voit bien que là, il y a un problème de fond. Bon, sous ça, il faut absolument l'interdire. C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont médecins, qui sont à l'Assemblée nationale, donc ils n'auraient plus le droit de travailler sur les questions de santé. Pendant 5 ans, oui. Je crois, non, ils ne seraient plus médecins pendant 5 ans. Ah, c'est ça que je propose. Non, mais ça, on est d'accord. Par contre, plus largement, ça renvoie à, je crois, quelque chose qu'on partage, qui est la question du statut de l'élu. Parce qu'un député peut s'arrêter et pendant 2 ans, après, il sera sécurisé pour pouvoir retrouver un emploi. Par contre, les élus locaux, les élus régionaux, eux, n'ont pas cette possibilité-là. Donc, il y a une vraie question sur le statut de l'élu sur laquelle on pourrait travailler. Plusieurs lois vont venir en discussion à l'Assemblée nationale. Ça va être votre travail, là, dans l'immédiat. La loi, notamment, travail, avec des dispositions sensibles. On en a résumé quelques-unes. Le plafonnement des indemnités prud'homales, un CDI de projet qui s'arrêterait donc un contrat de travail à la fin d'un chantier, le référendum d'entreprise ou le licenciement économique redéfini. Barbara Pompili, par exemple, sur ces 4 propositions-là, toutes vous vont ou il y en a quelques-unes où vous vous dites ça mérite débat? Non, mais il y en a déjà certaines sur lesquelles je vais essayer de me renseigner pour en savoir un peu plus, parce que le CDI de projet, je comprends pas bien la différence avec un CDD. Donc moi, je n'arrive pas. C'est flou. Vous voulez dire que le gouvernement il est flou là? Ben, c'est pas ça, c'est que j'ai pas encore eu le temps de regarder sérieusement. Et puis, il s'avère qu'on va être nombreux à regarder. Moi, j'ai une suppléante qui est déléguée syndicale et qui m'a dit, je vais regarder ça. De Whirlpool, qui m'a dit, je vais regarder ça de près et qui m'a dit, moi, ce qui m'intéresse globalement, c'est que dans ces propositions, il y a un équilibre. Notamment, par exemple, sur les négociations syndicales, les représentants du personnel, avec le chef d'entreprise. Oui. Il peut y avoir des déséquilibres, ça s'est vu, et notamment à Whirlpool, par exemple. Et à Whirlpool, pour revenir là-dessus, si on a réussi à avancer positivement, c'est qu'à un moment, il y a eu une intervention extérieure pour rétablir cet équilibre. Donc vous n'hésiterez pas, vous, en tant que député désormais même de la majorité, à dire, attention, si ça ne me va pas, je voterai contre, je m'abstiendrai. Moi, ce que je veux, c'est essayer de faire des propositions. Donc s'il faut voter contre à un moment, vous voterez contre. J'espère ne pas en arriver là. Oui, ça d'accord, mais ça peut arriver. On va essayer. Nous, on a un groupe très nombreux, avec des gens très différents, qui veulent essayer de pousser pour faire avancer les choses. Donc on est là dans quelque chose qui est de la proposition. Sauf qu'avec les ordonnances, il va falloir faire vite. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour débattre. Et on peut faire des amendements, et je suis sûre d'ailleurs que mes collègues vont faire des amendements sur la loi d'habilitation, parce qu'il y a quand même des choses dedans. Éric Coquerel, vous êtes contre la loi travail, mais pour que vous y opposez, vous espérez quoi? Le travail parlementaire ou l'opposition dans la rue? Je peux juste répondre à votre première question. Puis après, vous me répondrez. Voilà, c'est le plafonnement des indemnités prud'homales, c'est la sécurisation des licenciements. Déjà, première chose. Que je vous rappelle que passent au prud'homme les licenciements abusifs. On peut licencier une entreprise sans passer au prud'homme. Donc, fixer à un moment donné un plafond, c'est sécuriser les licenciements, c'est pas sécuriser le salarié. Deuxièmement, le CDI de projet. Pourquoi c'est marqué CDI? Parce qu'en réalité, c'est le retour au travail à la tâche. C'est-à-dire qu'on en vient en réalité à la dislocation du CDI qui était le socle de la loi française. Et troisième chose, l'inversion des normes, y compris sur les sujets de licenciement, c'est-à-dire le fait que l'accord d'entreprise est supérieur à la loi, au final, est quelque chose qui est contraire à toute la législation du travail français. Donc vous y opposez à l'Assemblée. C'est un projet globalement, évidemment, néfaste, qui est un plus par rapport à la loi El Khomri, qui est un projet du MEDEF. Ils applaudissent à tout rompre. Et oui, nous nous opposerons à la fois à l'Assemblée, nous ferons notre travail de parlementaire, mais également, évidemment, dans les mobilisations qui, à mon avis, ne vont pas manquer de monter. Mais est-ce que c'est le rôle des députés de d'inciter à manifester? Bien sûr.
Ça a toujours été, heureusement. La démocratie, c'est une démocratie, il y a le droit de grève, je vous le rappelle, vous le savez, le droit de manifester. Donc il me semble normal, en tout cas moi j'ai toujours vécu cela de cette manière, qu'un élu soit aux côtés de ceux qui se mobilisent. Il n'y a pas une frontière. Barbara Pompili. Bon, d'abord, la loi sera toujours supérieure aux négociations d'entreprise. Enfin, il faut être clair. Non, la loi, non, si. Non, et surtout, qu'il puisse y avoir des mobilisations dans la rue, ça me paraît tout à fait normal et tout à fait légitime. Qu'il y ait des élus qui les accompagnent, ça me paraît aussi tout à fait normal et tout à fait légitime. Mais moi, j'attends beaucoup du débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale qu'il ait lieu. Et donc, les élus de l'opposition soient présents à l'Assemblée pour débattre. Puisque vous allez vous retrouver sur les bancs de l'Assemblée nationale, revenir dans l'arène, vous y arrivez, vous y revenez. On accueille Renaud Denis, directeur de la rédaction de Marianne ce midi. Bonjour Renaud. Bonjour Francis. Merci d'être sur ce plateau. Bonjour. Barbara Pompili, je le rappelle, vous avez été réélue députée de la Somme dimanche dernier avec l'étiquette La République En Marche, après avoir été ministre. Éric Coquerel, vous allez faire votre entrée à l'Assemblée nationale, sous les couleurs de la France Insoumise, dans une Assemblée largement en marche, avec 308 députés. Près de 62% des voix, un score sans appel. Barbara Pompili peut-elle dire « Merci Macron ». Évidemment, la vague En Marche a joué. On voit qu'elle n'a pas joué tant que ça partout. Et donc, la part aussi du travail qui a été fait est reconnue. Bonjour messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Je trouve que l'enfumage d'Emmanuel Macron est en train de se dissiper. Il s'est inscrit dans les pas de François Hollande en pire. C'est en pire au niveau social, mais c'est aussi très certainement en pire au niveau démocratique. Résistance! Résistance! Et à la fin, c'est nous qu'on a! Gagné! Et demi de voix au second tour des élections législatives. Nous n'avons que 8 députés, alors qu'avec moitié moins, d'autres mouvements politiques en ont 20. Déjà de retour à l'Assemblée nationale, Manuel Valls est un brin agacé. Je peux passer? Je peux passer. Pendant que la France Insoumise arrive en bloc, les nouveaux visages de la République En Marche sont eux un peu perdus. C'est impressionnant. Autre sentiment pour ce député réélu Les Républicains, Bernard Parut se sent un peu seul. Beaucoup de nostalgie ce matin parce que je ne retrouve pas mes collègues députés. La scission à droite est désormais officielle. Il y aura un groupe Les Républicains et un groupe Les Constructifs. Constructifs, comme s'il y avait qu'eux qui étaient constructifs. Et de la cohésion, justement. Ce sera le travail de Richard Ferrand à l'Assemblée, élu à l'unanimité président de groupe. C'est toujours émouvant d'être encouragé par l'ensemble des collègues. Les députés prennent leur marque, mais ils feront leur entrée officielle la semaine prochaine, avec la première séance dans l'hémicycle. Voilà, Renaud, à vous. Alors, Barbara Pompili, on va commencer quelques questions pour vous. Vous sortez tout juste donc du séminaire de rentrée des parlementaires La République En Marche. Vous avez participé hier à l'élection à main levée de Richard Ferrand à la présidence de ce groupe. Il y a eu juste 2 abstentions. Et pourtant, Richard Ferrand, il a dû quitter, il y a quelque temps, le gouvernement parce qu'il était visé par une enquête. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Quand on est visé par une enquête, on ne peut pas être ministre, mais on peut être président du groupe. Franchement, là-dessus, moi, quand j'ai entendu qu'il quittait le gouvernement, ma première réaction, avant d'entendre tous les commentaires, c'était oui, heureusement, parce qu'un groupe de 308, alors on ne sait pas exactement, mais de plus de 300 députés, il va falloir le tenir. Et des gens qui ont cette capacité-là, à l'heure actuelle, parmi les députés d'En Marche, il n'y en avait pas 150. Quoi. À ce point-là, c'est le seul, c'est quasiment le seul. Il a une légitimité due à son histoire, due au travail qu'il a fait aux côtés du président, pour pouvoir tenir un groupe qui est composé, composé quand même de 90% de nouveaux. Ça fait pas recyclage quand même? Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'il a été choisi parce qu'il était le bonhomme à la bonne place. Vraiment. Et au même moment, on vient d'apprendre que le groupe Modem, en revanche, ne sera pas présidé par Marielle de Sarnez. Elle a annoncé qu'elle ne serait pas candidate, justement. Elle laisse la place à Marc Fesneau. Et justement parce que Marielle de Sarnez est visée, elle aussi, dans une enquête qui concerne le Modem. Oui, mais ça, c'est leur choix. J'ai pas à commenter ça. Moi, ce que je sais, c'est que Richard Ferrand était la bonne personne pour présider le groupe. Et puis surtout, parce que moi, d'abord, je vois votre reportage. J'adore ça. Ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, c'est qu'effectivement, il y a un énorme renouvellement. Beaucoup de personnes qui arrivent, qui ne connaissent pas l'Assemblée. Donc, ça peut poser des problèmes parce que sur l'organisation, c'est pas simple. Mais en même temps, on a des gens qui sont enthousiastes, qui ont envie de travailler et qui ont envie d'avancer. Avec un bémol. Alors aujourd'hui, justement,
finalement, il n'y a plus de groupe écologiste à l'Assemblée nationale dans l'état actuel des choses. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y en ait un ? Non, pas à ce stade. Pas à ce stade. Moi, j'ai toujours voulu que l'écologie soit transversale, et ce qui n'était pas le cas avant. Mais alors, un point intéressant que je vous livre, c'est que la fameuse commission du développement durable, avant, c'était la dernière roue du carrosse. Tout le monde s'en foutait, personne ne voulait y aller. Et là, on a une masse de députés qui veulent intégrer cette commission. Vous avez déjà annoncé que vous vouliez la présider, d'ailleurs. Absolument, parce que j'ai toujours pensé que c'était très important. Et je vois que la nouvelle génération pense que le développement durable est très important. Alors, et ça, je m'en réjouis énormément. On a appris qu'il y a un groupe de députés plutôt pro-Macron, en l'occurrence du PRG, de l'UDI, qui serait prêt à accueillir Manuel Valls, qui cherchait un groupe pour l'accueillir depuis déjà quelques temps. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas intégré Manuel Valls au sein du groupe La République En Marche ? Il le souhaitait, lui. Je n'en sais rien. Les députés, en fait... Vous le regrettez ? Mais Manuel Valls, il faut qu'il aille là où il se sent bien. Enfin, je crois que c'est vraiment comme ça. Vous n'en vouliez pas ? Personne n'en veut. Je n'ai pas connaissance qu'il ait demandé à intégrer le groupe. Je n'ai absolument pas connaissance. Vous avez été ministre de son gouvernement, quand même ? Oui. Et alors, je ne renie absolument pas. J'ai fait un travail qui m'a énormément plu sur la biodiversité, sur le fait d'intégrer la nature en ville, d'intégrer la nature dans toutes les politiques publiques. Et je crois que ça va dans la bonne direction. Éric Coquerel, à vous. Alors, Éric Coquerel, on va passer à l'opposition, puisque évidemment le groupe La France Insoumise sera dans l'opposition, il l'a dit clairement. Mais alors, quel type d'opposition ? Une opposition bruyante, une opposition systématique ? Alors déjà, ça sera une opposition écologiste. Vous disiez, il n'y a pas de groupe, bah si, il y en a un, le nôtre, qui se revendique écologiste. Est-ce que vous avez le monopole de l'écologie ? C'est pas la réponse que je viens de vous faire. Non, mais je vous pose la question. Vous demandiez, est-ce qu'il y a un groupe écologiste ? Est-ce que vous avez le monopole de l'écologie ? Non, il y a d'autres écologistes certainement, mais je regarde la réponse qui a été donnée précédemment par Barbara Pompili. Il n'y a pas de groupe écologiste. Si, il y en a un. Nous, on a fait toute notre campagne sur la question écologiste. Non, mais on a fait toute notre campagne sur la question écologie, planification écologiste, transition énergétique. Et vous savez qu'avec la règle verte, on pense que c'est même dans la Constitution, c'est-à-dire le fait de ne pas produire ou consommer plus que la terre ne peut absorber. Donc on est purement... Et votre opposition, alors, elle va être bruyante, elle va être sans concession, elle va être systématique ? Sans concession, oui. Sans concession par rapport au projet. Alors si la question c'est, est-ce que toutes les lois qui seront proposées, tous les amendements, vous voterez contre ? S'il y en a certaines qui sont bonnes, on votera pour. Je veux dire, j'aurais été dans le Parlement où la loi Veil, j'aurais voté pour la loi Veil. Maintenant, sur le projet global de M. Macron, loi du travail, transformation de l'état d'urgence en loi, etc., c'est évident que nous serons des opposants. Dans votre groupe, dans le groupe La France Insoumise, il y a de fortes personnalités. Oui. François Ruffin, Clémentine Autain, bien d'autres. Donc ils se sont engagés, ils doivent s'engager à une discipline systématique. Il y a une charte d'engagement à signer pour voter systématiquement comme le groupe La France Insoumise. Non, vous savez que c'est interdit par la loi, le mandat impératif. Donc ce que nous avons dit, c'est qu'une discipline de groupe, c'est lié à un programme. Nous avons été élus sur un programme. C'est donc normal que ça soit notre feuille de route et que c'est une histoire qui vient un petit peu de... Ça ne fait pas très insoumis, la discipline. C'est une histoire qui vient du Front de gauche, excusez-moi, mais pendant au moment où nous étions dans le Front de gauche, nous avions des députés qui avaient décidé qu'ils n'avaient de compte à rendre à personne par rapport à ceux qui avaient mené les batailles pour qu'ils soient élus. Et ça, c'est pas tout à fait notre façon de voir. Nous pensons qu'il y a un programme et c'est donc normal que nous soyons cohérents. Maintenant, la discipline de groupe... Clémentine Autain, vous pensez que ça tiendra jusqu'au bout pendant 5 ans ? Oui. Et puis moi aussi, d'ailleurs, vous parlez d'eux, mais on est tous des personnalités politiques. Ils viennent d'ailleurs. Ils auront des comptes à rendre à Jean-Luc Mélenchon, vous verrez que ça tiendra. Ils auront des comptes à rendre à Jean-Luc Mélenchon, c'est ça l'idée ? Non, des comptes à rendre collectivement à ce pourquoi nous avons été élus, c'est-à-dire un programme, l'avenir en commun, et c'est leur programme. Alors vous évoquiez le Front de gauche et donc vos anciens alliés communistes, vos amis communistes, on ne sait plus trop. Le Parti communiste fait un groupe à part aujourd'hui. Est-ce que vous regrettez que le PC... Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à vous entendre ? Je ne sais pas, on leur a tendu la main, on leur a proposé, puisqu'ils n'étaient pas suffisamment. La preuve, c'est qu'ils font un groupe GDR avec des ultramarins dont un certain nombre pourraient voter la confiance au gouvernement Macron. Donc nous, on leur a tendu la main, on leur a proposé... un certain nombre de modalités, mais il fallait que ça soit en cohérence avec ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la campagne présidentielle qui a réussi. Bon, ils ont choisi une autre voie, c'est pas un problème, nous, ça ne nous enlève rien. Et on sera, je vous rassure, on ne sera pas adversaire ni concurrent pendant 5 ans. Il y a en tout cas quelque chose qui est clair, c'est qu'on ne sait pas à l'heure qu'il est combien il y aura de groupes. 7, 8, 9, on peut aboutir à un record, parce que tout le monde se cherche un petit peu. Et Emmanuel Macron a dit pendant la campagne présidentielle, il n'est pas bon qu'un parti ait le pouvoir à lui tout seul, sinon ce serait un hold-up Renault. Donc la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'il faut créer aussi d'autres groupes ? Oui, aujourd'hui, il faut 15 élus pour faire un groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous souhaiteriez que cette limite soit ramenée, Barbara Pompili, à 10, par exemple, comme au Sénat ? Ce qui pourrait peut-être permettre d'ailleurs au Front National, qui n'est pas loin de cette barre de 10, d'obtenir un groupe ?
Au Sénat, c'est 10 parce qu'il y a beaucoup moins de sénateurs que de députés. Je rappelle qu'il y a 577 députés et des sénateurs, je crois que c'est 375. Mais est-ce qu'il est Donc c'est normal aussi que une le question de FN n'ait pas de proportionnalité groupe par rapport à une assemblée. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y ait beaucoup de groupes. Maintenant, là, il va y avoir un record du nombre de groupes, ce qui prouve bien que ce n'est pas le seuil à 15 qui empêche de faire des groupes. Le Front National, qu'il puisse s'exprimer, me paraît être une évidence. Il lui faudrait un groupe pour ça serait plus facile. Mais oui, mais dans ces cas-là, il faut aussi qu'il apprenne à travailler avec d'autres. Et c'est ce qu'ils ont dit, qu'ils voulaient travailler avec d'autres. Qu'ils travaillent avec d'autres pour trouver... S'ils veulent 15, vous les mettez au défi d'avoir 15. Voilà. Éric Coquerel, même question. Oui, moi je combats de manière irréductible le Front National et on a essayé de tout faire pour qu'il n'y ait pas de députés. Maintenant, ils ont des députés. Bon. Et j'allais dire que si France Insoumise se retrouvait dans la même situation, je trouverais problématique que quelqu'un qui a un groupe qui a eu autant de voix à la présidentielle ne puisse pas être représenté. Donc voilà, vous avez ma réponse. Vous souhaiteriez que le Front National ait un groupe C'est pas seulement la Front National, c'est qu'un courant politique qui se retrouve à l'Assemblée, ou alors il faut interdire le Front National. Quitte à baisser à 10. Quitte à baisser à 10. Voilà. Alors, puisqu'en plus, ça a été fait, si j'ai bien compris, exceptionnellement pour les écologistes au moment de la question du Sénat à l'époque. Ça ne me choquerait pas. En tout cas. Oui, mais juste rapidement, un groupe politique, ça veut dire toute une organisation, ça veut dire aussi des moyens, ça veut dire des temps d'expression dans l'hémicycle. À un moment, si on réduit le nombre à chaque fois, pour des cas particuliers, on va se retrouver dans des situations où il y aura une totale balkanisation. Et comment on va organiser les débats au sein de l'Assemblée nationale? Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un minimum de clarté sur les groupes politiques. Dernière question, justement, réponse rapide de vous deux. La proportionnelle. Emmanuel Macron s'est engagé à introduire une dose de proportionnelle dans le mode de scrutin législatif. Est-ce que c'est indispensable selon vous? Et quand il a repoussé à 2018. Oui, mais c'est pour les prochaines élections, donc ça va, on a le temps jusqu'en 2022. C'est une dose ou c'est une proportionnelle intégrale? Non, moi je suis pour une dose parce que je crois qu'il faut quand même qu'il y ait des élus qui soient reliés à un terrain. Entendu, Éric Coquerel. Nous sommes pour une proportionnelle intégrale dans le cadre de 6e République, donc voilà la réponse. Donc c'est clair et net. Merci Renaud d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique. On va terminer avec les photos que nous vous avons demandées. Barbara Pompili, des photos, une photo qu'on va voir, vous allez nous dire ce qu'elle veut dire. Elle ne devrait pas tarder. Voilà. Oui, c'est la photo qu'on a faite pendant le séminaire de toutes les femmes du groupe La République En Marche. On est quasiment à la moitié du groupe, on est à, je crois, 47%, donc il faut encore qu'on atteigne les 50, mais on est quasiment à la moitié du groupe. C'est vraiment pour moi une photo symbole du renouvellement de cette Assemblée et de la place de plus en plus importante que vont prendre les femmes dans la vie politique. D'accord. Et je crois que c'est vraiment très positif. Éric Coquerel, votre instantané à vous. Vous nous le commentez. C'est la marche des fiertés hier, voilà. Première grande marche de l'ère Macron. Marche des fiertés, c'est aussi une marche pour l'égalité et les libertés. Et je pense qu'il va falloir se battre sur ces deux thèmes dans les années à venir. Par exemple, le 27 juin, lors du premier rassemblement contre la loi travail. Et moi, je trouve que le rôle d'un député, c'est aussi justement d'être dans ce type de mobilisation. Une toute dernière chose, Emmanuel Macron vient d'annoncer, enfin son porte-parole, qu'il envisageait de réunir le Parlement en congrès à Versailles. Ce sera un grand moment. Oui, là vous dites pas pourquoi, donc je ne sais pas. Non, mais pour s'exprimer. Mais d'une manière générale, c'est pour que le président puisse porter un message à la représentation nationale. En début de mandat, ça se tient. Éric Coquerel, c'est une bonne démarche. L'hyperprésidentialisation, mais j'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron se sentait très bien à la 5e République, ce qui pour nous est un problème. Mais voilà, ça sera une des raisons de plus de l'affronter. Merci Barbara Pompili, merci Éric Coquerel d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique.